à toutes et à tous. Bienvenue à Marcoussis pour cette conférence de presse d'annonce de composition d'équipe pour le match France-Pays de Galles, vendredi soir au Stade de France. La parole est à Fabien Galtier, entraîneur sélectionneur du 15 de France. Bonjour à Nicolas Buffa aussi, sans qui on ne pourrait pas présenter l'équipe de cette manière-là, responsable de l'analyse du 15 de France. Donc on va vous annoncer le 15 de France qui va débuter le tournoi destination 2025 vendredi soir au Stade de France face au Pays de Galles. Première ligne. Numéro 1, Jean-Baptiste Gros, associé à Peato Movaca et Winnie Atognon. En seconde ligne, Alexandre Roumat, Mani Meafou. En troisième ligne, François Cros, Paul Boudéan, Grégory Aldrit. La charnière, Antoine Dupont, capitaine, Romain Tamac. Au centre, Yoram Moefana, Pierre-Louis Barassi. Aux ailes, Louis Bielbarré, Théo Atisogbe. À l'arrière, Thomas Ramos et sa 40e sélection. Les finisseurs, Julien Marchand, Cyril Baye, Georges-Henri Colombe, Hugo Oradou, Michael Guillard, Oscar Gégou, Nolan Le Garec et Émilien Gailleton. Les joueurs supplémentaires, Maxime Lamotte, Rabat Slimani, Joshua Brennan, Maxime Lecu et Gabin Villers. Pour les questions, s'il vous plaît, veuillez lever la main, vous présenter, vous et votre média. Nous sommes partis pour une vingtaine de minutes. Bonjour Fabien. Est-ce que vous pouvez nous développer le choix d'Alexandre Roumat en deuxième ligne et est-ce qu'il a été en balance pour être numéro 8 ou ça c'est un choix qui peut intervenir dans un deuxième temps? Le choix d'Alexandre Roumat, c'est d'abord le forfait de Thibaut Flamand, début de semaine dernière. Et ensuite, c'est Alexandre qui remonte naturellement à ce poste-là. Donc quand je dis il remonte, c'est vrai qu'il postule avec nous aussi au poste numéro 8, puisqu'il joue troisième centre régulièrement au Stade Toulousain. Il a un profil aussi qui nous intéresse de seconde ligne, en fait de 4 essentiellement, avec sa spécificité qui est la touche, le déplacement et l'activité, et sa capacité aussi à tenir le ballon et à être meneur de jeu. Il est potentiellement aussi un numéro 8, bien sûr, un troisième ligne, puisqu'il joue régulièrement au Stade Toulousain et qu'il performe à ce poste-là depuis maintenant plusieurs saisons. Et ensuite, bien sûr, dans notre 6-2, Hugo Oradou qui a ce profil aussi, avec le point fort qui est la touche, l'activité et le déplacement. Même profil de joueur, un peu moins expérimenté à l'heure actuelle. Oui, bonjour Fabien, Jean-Gabriel Montagne du Parisien. Les débuts dans le tournoi l'an dernier avaient été compliqués. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter ce retard à l'allumage? L'an dernier, vous savez, chaque tournoi en destination, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que l'an dernier, on a commencé par une défaite à domicile face à l'Irlande, à Marseille. Un match où on a joué à 14 quasiment plus d'une mi-temps, avec beaucoup de faits de jeu qui ont fait que le match a été très difficile à vivre et s'est clôturé par une défaite. On apprend beaucoup déjà de ces moments-là. On apprend beaucoup aussi du tournoi passé, où il a fallu se battre toute la compétition pour avoir un dernier match qui nous donnait le droit, une dernière journée potentiellement de le gagner le tournoi.
et de finir second, ce que nous avons fait. Donc ça a été un tournoi âpre. Pour ce nouveau tournoi, pour cette 6e compétition, je pense que notre staff déjà a maintenant une connaissance et un vécu qui nous permet d'améliorer notre préparation. Donc par rapport à votre question, je pense qu'on se prépare encore mieux que précédemment à tous les niveaux. Donc les évolutions, c'est la méthodologie que nous avons, notamment dans le staff, de travailler avec des nouveaux outils, avec une nouvelle vision aussi qui évolue sur le rugby, notre préparation, et puis aussi des joueurs pour l'ossature. Il y a une cohérence depuis 6 ans. On a des joueurs qui vivent cette compétition depuis 6 ans et c'est pas négligeable. On a longtemps été entre guillemets une équipe qui avait peu de vécu au niveau international, même si on est toujours sur un niveau de 20-25 sélections. Là, c'est 24 sélections sur la feuille de match. Mais il y a un vécu qui commence à se densifier pour l'ossature, on va dire, pour l'ossature. Donc, en tout cas, on a le sentiment d'être prêt. Bonjour Fabien, ici en haut, Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Avec ce que vous venez de nous dire, l'expérience, l'ambition, est-ce que ça serait un échec de ne pas gagner le tournoi? Bon, avant de parler d'échec, on va parler du tournoi déjà. Dans le vocabulaire, dans la sémantique, je préfère parler déjà de vivre le tournoi, de le jouer. Donc, on a chaque jour qui nous amène et qui nous rapproche de ce match, puisque là, on est à J-2. C'est d'abord des journées très belles à vivre pour les joueurs qui sont sélectionnés. On a annoncé la sélection hier. Et c'est toujours un moment particulier quand on annonce au 42 qu'il y a 14 joueurs qui nous quittent, qui ont préparé le match pendant 2 semaines avec cette organisation. C'est toujours un moment aussi particulier à traverser. Le fait d'annoncer l'équipe, c'est quand même un moment très important. Et donc, dans la sémantique, il y a d'autres mots à employer que celui-ci. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, à 2 jours de l'ouverture du tournoi. On va dire que ce que je peux partager avec vous, c'est que nous sommes depuis le début, c'est-à-dire depuis 2020, le 2 février 2020, qui était le match d'ouverture face à l'Angleterre, ambitieux. Nous sommes toujours très ambitieux. Nous sommes toujours dans une préparation sans concession. Nous sommes très exigeants. Nous avons une grande volonté de réussir et elle est partagée avec les joueurs qui vont représenter la France vendredi. Bonjour Fabien, Camille Macali, la chaîne L'équipe. Vous pouvez enfin réaligner la charnière Dupont-Ntamak. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, il n'y a pas eu la moindre hésitation entre Ntamak-Ramos, selon vous, et à quel point c'est important de repartir avec cette charnière qui était aussi au centre de votre projet et que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas alignée? Il y a toujours réflexion. Alors, hésitation, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais il y a toujours une grande réflexion. Nous, on ne s'épargne pas le fait de travailler sur la composition d'équipe au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, il y a les coachs qui proposent une composition d'équipe que l'on partage ensemble. Chacun raconte sa vision et ensuite on fait une synthèse. Donc, il y a toujours un gros travail sur la composition d'équipe et notamment au sujet de la charnière. Il y a tous les potentiels qui peuvent être à ce poste-là, à ces postes-là, qui sont cités et qui sont proposés. Ensuite, la synthèse, elle est là. Aujourd'hui, la charnière de l'équipe de France, c'est Antoine Dupont, qui est le capitaine, et Romain Tamac, qui revient de blessure. On peut saluer son retour, puisque son dernier match, c'était face à l'Écosse, un match de préparation au mois d'août à Saint-Étienne, me semble-t-il, de mémoire. Rupture des ligaments croisés. Et ensuite, il a quand même repris avec succès avec son club. Et c'est vrai qu'au mois de novembre, on n'a pas pu l'appeler parce qu'il s'était blessé au mollet. Mais aujourd'hui, je dis pas mais aujourd'hui, il est prêt à rejouer avec le 15 de France. Donc ça nous donne une charnière Dupont-Tamac qui est aligné régulièrement en club et que nous avons aligné
régulièrement avant l'absence d'Antoine l'an dernier et la blessure de Romain aussi. Voilà. C'est une ancienne nouvelle charnière qui a beaucoup d'expérience, malgré son jeune âge et de vécu commun. Bonjour Fabien, justement, en parlant de la charnière, on sait que c'est déjà la charnière qui a le plus d'associations dans l'histoire du 15 de France, ce qui n'est pas rien vu tout le temps, on a beaucoup changé en équipe de France. Oui. Est-ce que toi, en tant qu'ancien numéro 9, où est-ce que tu la classes déjà, cette charnière, à la fois dans l'histoire du 15 de France, est-ce qu'on peut déjà dire que c'est la plus grande, et au niveau mondial aussi? Parce qu'on a des images de charnière, on a je sais pas, Farr-John Slaina, Oui. Smith Carter, enfin on en a Oui. plein quoi, Murray Sexton. Où est-ce qu'on la met cette charnière? Mais c'est intéressant puisque moi-même j'ai joué de 1991 à 2003 mon dernier match en Australie, demi-finale de Coupe du Monde face à l'Angleterre à demi-mêlée. Et je crois que j'ai fait partie de la traditionnelle entre guillemets valse des charnières tricolores qui étaient souvent clouées au pilori lorsqu'il y avait une défaite et responsable de la défaite. Et c'était très dur à mon époque de se maintenir en poste à ce poste à 9 ou à 10 parce qu'on était toujours tenu responsable. Ce qui est pas faux en soi. Et c'est vrai que en jouant, et notamment les 4 dernières années du mon mandat, lorsque j'ai pris le capitanat, ben c'était bizarre parce que tout était plus facile quand on a confiance, quand on sent la confiance, quand on vous donne entre guillemets pour de vrai, parce que souvent on nous disait on vous donne les clés du camion, mais juste après le match on vous les enlevait quoi. Donc c'était des camions de location. Ça existe toujours pas mal aujourd'hui, hein. Mais là, on essaie de construire quelque chose de plus solide et de montrer que derrière le mot confiance, il y a une réalité et pas uniquement quelque chose qui était très éphémère et qui pouvait s'évaporer en un match. Donc on sentait que finalement les clés du camion, c'était fragile. Là, il s'avère que Antoine et Romain doivent ressentir cette forme d'aisance, de liberté, tout comme Nolan Le Garec, Thomas Ramos aussi, et Maxime Lucu, puisque nous faisons régulièrement appel à eux et qu'ils travaillent régulièrement en position de 9 ou de 10, puisque on s'est bien rendu compte que il faut aussi se préparer à l'imprévu. Et donc, on a des joueurs qui sont prêts à tenir la barre. Et je sais, pour avoir été demi-mêlée de l'équipe de France longtemps, et aussi son capitaine, que c'est important d'avoir une position qui vous permet de prendre des décisions, de mener le jeu et d'être responsable et d'assumer cette responsabilité au cours de ces matchs qui sont très particuliers, hein. On rentre dans des matchs, on appelle ça des test matchs. Les matchs de vaccination, c'est des matchs très très particuliers. Bonjour Fabien, c'est Eric Chasseur pour RTL. Au moment de l'annonce de la liste des 42, vous aviez expliqué les raisons du retour d'Hugo Radou et d'Oscar Gégou. Est-ce que c'est une suite logique finalement de les voir aujourd'hui remplaçants dans leur réintégration? Et est-ce que vous craignez un accueil particulier du Stade de France vendredi? Alors, il y a des questions auxquelles on a beaucoup répondu, vraiment. Et ça fait 6 mois à peu près qu'on répond à ce sujet-là. J'ai beaucoup répondu, et encore au Media Launch, j'ai encore répondu. Donc aujourd'hui, c'est l'annonce de l'équipe de France et des joueurs qui vont jouer et qui méritent de jouer et qui performent et qui se sont préparés. Donc je vais me concentrer essentiellement sur ces réponses-là. Je crois qu'on a déjà beaucoup répondu. Et j'entends votre question, mais on va se concentrer sur le match face au Pays de Galles, le tournoi destination et toutes les questions qui parlent de rugby. Merci. Oui, bonjour Fabien, Axel May, Europe 1 et le JDD. Question justement, là vous l'avez évoqué, le Pays de Galles qui arrive. Sur le papier, je dis bien sur le papier parce que c'est du sport, etc. On a quand même l'impression qu'ils sont en reconstruction, que vous aurez le stade derrière vous. Donc sur le papier, j'insiste, les pronostics sont un petit peu en votre faveur. Voilà, j'ai mis les guillemets. Mais vous avez raison parce que justement, j'ai pris la composition de l'équipe du Pays de Galles, mais qui n'est pas encore annoncée, probable. Et on a eu l'habitude de jouer avec face au Pays de Galles qui avait dominé, on va dire, les 3 derniers mandats, on va dire avec l'Angleterre.
À partir de 2020, le rapport de force s'est inversé, même s'ils ont gagné le tournoi 2022. Dans les arrêts de jeu, avant qu'on marque le dernier essai pour gagner ce match au Stade de France, à huis clos, ils étaient sur un grand chelem en 2022. 21. 21 ou 22? 21. 22, c'est nous le grand chelem. 21. Donc, c'était il y a peu de temps quand même. C'était il y a 4 ans. Et quand on prend leur compo d'équipe, aujourd'hui, probable, hein, elle n'est pas arrêtée, il y a encore des joueurs qui ont vécu cette épopée. Donc, Faletao, Liam Williams, Renwright, Thomas Williams, Watkins, Josh Adams, ce sont encore des joueurs qui ont vécu ces grandes époques, cette grande époque galloise. Et puis, il y a des jeunes joueurs qui débarquent, qu'on connaît moins, qui vivent dans un rugby gallois ou qui évoluent dans un rugby gallois qui est moins brillant que par le passé. Donc, sur le papier, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a dans le rugby gallois et dans l'équipe du Pays de Galles aujourd'hui une transition qui est difficile puisqu'ils sont sur une série de défaites aussi importantes et qui performent moins depuis 2021. Mais dans le tournoi Destination, et c'est ce qui fait la beauté de cette compétition, c'est que on a souvent assisté à des performances radicalement différentes et opposées à ce qui s'était passé l'année précédente. Il y a des équipes qui renaissent de leurs cendres. C'est quand même une compétition assez longue, mais quand même qui est aussi une forme de sprint. C'est très étonnant, c'est comme un 400 mètres à peu près. Et pour ces bonnes raisons, le match d'ouverture reste, quoi qu'il en soit, quel que soit l'adversaire, très particulier et à aborder avec beaucoup de précaution et de motivation et de joie, mais de précaution. Bonjour Fabien, Clément Martel pour Le Monde. Vous avez souligné l'expérience collective et le peu de vécu international, même s'il y a une ossature depuis 6 ans. Est-ce que ceux qui ont cette expérience mais qui ne sont pas là pour différentes raisons ont un risque de potentiellement laisser passer le train pour la suite? Et à quel point l'injection de sang neuf, puisqu'il y en a pas mal, est important pour renouveler l'équipe et lui insuffler un nouveau souffle? Et vous parlez de qui dans les absents? Alors, éventuellement, on parle des blessés, notamment Gaël Ficou, Charles Olivon, bien sûr, mais c'est même dans la mesure ou dans l'optique où il se remettrait, bien sûr. Bon, nous, on compte toujours sur ces joueurs-là. Ça permet aussi de les saluer. Hein. Gaël Ficou qui est victime d'une fracture au niveau de la main. Charles Olivon, ligament croisé. Thibaut Flamand, il est en phase de reprise. Il va probablement jouer le tournoi Destination. Damien Penaud, c'est la même chose. Donc il y a des blessures plus ou moins longues. Anthony Gelonge est en phase de reprise aussi. On a quand même un groupe sur lequel on compte, et notamment on compte sur ces joueurs-là, c'est clair. Et ensuite, il y a l'émulation. Voilà, l'émulation. Et les joueurs qui sont sur cette feuille de match, ils doivent nourrir l'ambition de jouer ce match, de le réussir pour avoir le droit de rejouer le match suivant. C'est comme ça que fonctionne l'équipe de France. Et c'est clair que la production de chaque joueur et de l'équipe fait que on continue sur une cohérence, une ossature qui bouge pas. Donc les joueurs qui sont là, ils ont tous la possibilité de penser que le match prochain, ils seront à nouveau titulaires. Et j'espère qu'ils ambitionnent fortement ce cas. Ça veut dire que, en tout cas nous, le message que l'on porte, c'est que d'abord ils se sont gagnés la place et la sélection, c'est un premier pas. Maintenant, c'est à eux de jouer et à nous de les accompagner pour performer. Mais bien sûr, comme vous le savez, le rugby est un sport où on se blesse, parfois grièvement, où on se blesse beaucoup, et on a besoin d'un potentiel beaucoup plus large et d'un groupe de joueurs étoffés pour continuer à construire une équipe de France performante. On peut parler aussi de Romain Taofifinoa, par exemple, aussi. Et d'autres, bien sûr. Tatafou aussi, Tevita Tatafou, qui devait nous rejoindre, mais qui est malade, un virus.
il va nous rejoindre aussi. Bonjour Fabien, Wilfried Templier, MC Sport. J'ai 2 questions pour toi. Une question sur votre ambition. Tu parlais de votre ambition de février 2020, au moment où vous avez commencé cette aventure. Est-ce que tu penses qu'après ces tournois, ces années, elle est plus forte après votre Grand Chelem et vos 2e places, ou elle se doit d'être plus forte, même si vous vous déplacez en Angleterre, en Irlande cette année? Est-ce que tu ressens cette pression? Oui, Et oui. Chaque chose. D'abord cette question, oui, je l'entends. Je veux dire, c'est une sorte de bruit de fond récurrent que j'entends et qui me va très bien, que je respecte et voire que nous apprécions. Moi, je trouve que l'équipe de France performe énormément depuis 2020. 80% de victoires sur 55 test matchs. Pour moi, c'est une performance hors norme, jamais réalisée. Bien évidemment, j'entends aussi que sur un certain nombre de compétitions, il y a une victoire, un grand chelem. Mais si vous prenez sur les 55 test matchs, en tout, ben, ça fait 5 tournois. Dans ces 5 tournois, vous avez un grand chelem et une victoire. Vous avez une première place ex aequo en 2020, mais second, et 3 places de second. Pour moi, c'est très bon, c'est excellent. Alors bien sûr, on a envie de faire mieux, hein. C'est clair qu'on a envie de faire mieux. Mais il faut être objectif sur notre ambition, et nous voulons faire mieux, les joueurs veulent faire mieux. Nous voulons continuer à grandir et à progresser. Et je pense que nous allons continuer à grandir, à progresser, mais c'est impossible dans le sport de haut niveau, vu les aléas que nous avons rencontrés sur le passé. 11 défaites en 55 matchs, 7 défaites inférieures à moins d'une marque, 4 défaites supérieures à une marque. Ça veut dire que dans les 7 défaites, on était dans la partie pour encore remporter ce match. C'est aussi une de nos volontés, c'est que il faut qu'on soit, quoi qu'il arrive, dans le match à la 77e minute 30 secondes. C'est-à-dire qu'on a encore la possibilité de renverser le match. C'est pour ça qu'on appelle ça les test matchs, parce que c'est tellement difficile, ces matchs internationaux. C'est en soi une compétition. Donc bien sûr, après, on peut dire que, et je l'entends, que nous voulons gagner des compétitions, nous avons l'ambition, et elle existe, mais un test match, c'est déjà une compétition en soi. Et la remporter, c'est déjà un succès. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais j'entends et je suis d'accord avec vous. Merci. Il y a eu un sujet aussi important au mois de novembre, c'est l'installation de cette charte, un sujet qui était sur le devant de la scène. Quel bilan vous en faites justement après ce mois de novembre? Il y a un article qui fait état d'un changement de rôle pour William Servat. Qu'est-ce que tu auras à dire par rapport à ça? Non, j'ai pas de. Honnêtement, ça fait partie des sujets sur lesquels je pense que c'est pas nécessaire de répondre. Juste la capacité de notre groupe à se remettre en question, à évoluer, à grandir, à comprendre les enjeux, à être intelligent. Et ça marche. Je parlerai plutôt du plan de performance qui est plus que la charte. En fait, c'est une vision d'ensemble qui prend un peu de recul et qui nous projette sur la suite et sur le futur. Et pour le reste, je vous ai dit, je préfère me concentrer sur l'excellent travail que réalise le staff, et notamment William Servat, dans la contribution à préparer les joueurs de manière très remarquable depuis maintenant 55 matchs, et ça continue. C'est encore mieux que précédemment. Fabien, un mot sur votre centre du terrain un peu remanié avec Pierre-Louis Barassi qui démarre, et puis sur l'aile, il n'y a pas Damien Penaud, il y a Théo Sogbe, jeunes joueurs qui vont jouer forcément une carte importante. Qu'est-ce qui fait que vous les avez mis sur le devant? Est-ce qu'ils ont un rôle particulier dans la défense notamment? Ben là, on est sur de la cohérence. La sélection de ces joueurs-là, il est tout sauf quelque chose qui sort du chapeau. Pierre-Louis, son dernier test match, c'était à Brisbane, en Australie, tourné en Australie. On avait 3 test matchs. Il avait été bon. Pierre-Louis a pas eu l'opportunité de jouer les matchs parce qu'il était souvent blessé, malheureusement. Mais très performant en club avec le Stade Toulousain. Et donc, c'est une sélection logique pour Pierre-Louis. Donc milieu de terrain, c'est Yoram qui continue à prendre de la place au poste de 12 malgré son jeune âge, puisque longtemps il nous a été un joueur qu'on a utilisé un peu à tous les postes au milieu de terrain, à tous les postes aussi sur les ailes. Aujourd'hui on le positionne en 12. Et ensuite Théo Sogbe, eh bien il était titulaire face au Japon.
lors de la tournée. Il s'est blessé, malheureusement pour lui, au genou. Et il revient logiquement, puisque eh bien, Damien Penaud est forfait. Et donc, c'est un joueur qui performe et qui, pour nous, se présente comme titulaire de manière très cohérente et logique. Est-ce que j'étais assez précis ou... Dernière question. Fabien, quand on voit votre composition d'équipe ou même votre groupe élargi, donc je parle des Louis Bielbiarré, je parle des Actis Sogbe, des Nolan Le Garec, des Oscar Gégou, Hugo Radou, Emilien Gaëton, ou même encore Nicolas Deporter, Marco Gazzotti, c'est quoi? C'est le fruit de votre travail d'intégrer autant de jeunes qui étaient encore parmi les moins de 20 ans il y a 1 ou 2 ans, ou alors c'est le rugby qui évolue tout simplement? Je dirais que c'est une combinaison en fait entre le travail des clubs, la formation, l'incidence des GIF qui permet à nos jeunes joueurs de jouer de manière plus souvent ou régulièrement, on va dire, et aussi la méthode de travail que nous avons construite en 2020 avec les 42, qu'on le veuille ou non. Les 42 joueurs, ça permet à de jeunes joueurs de venir voir ce qui se passe à ce niveau-là, de vivre pendant 3 jours ou 4 jours l'expérience de l'équipe de France, de s'entraîner, de repartir en club, de transmettre un message. C'est la relation qu'on a tissée avec les clubs où on partage en fait notre méthodologie et je pense sincèrement que les clubs nous nourrissent et que nous nourrissons les clubs. Qu'il y a une relation entre le haut niveau fédéral et le très haut niveau des clubs, la première division et aussi la deuxième division. Noah Néné, par exemple, c'est un joueur qu'on avait vu avec les moins de 20, qui n'avait pas été conservé dans le tournoi. Laurent l'a proposé à Dax, il joue à Dax, il se révèle. Un joueur qui revient avec nous, qui va repartir à Dax, qui va porter aussi son expérience. Et je crois et je suis sûr que depuis 6 ans, cette méthode de travail, elle infuse. Elle infuse. Et quand vous regardez, nous, on se nourrit énormément des clubs. Hein. On prend beaucoup à Toulouse, qui performe énormément. On prend beaucoup aujourd'hui à Bordeaux, on a pris à La Rochelle. Et en fait, cette méthode, elle profite aussi au club, puisque le principe des vases communicants fait que c'est les clubs qui performent le plus, qui ont le plus de joueurs avec nous. Et là où il y a le plus de joueurs avec nous, ce sont les clubs qui performent le plus. Donc il y a une sorte de principe des vases communicants et qui transpire aujourd'hui et qui émerge. Et je suis d'accord avec vous. Merci. Merci beaucoup.